Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler des œuvres que j'ai découvertes pendant le mois de janvier 2024, autant en BD qu'en comics, qu'en manga, qu'en série, qu'en film, qu'en roman ou qu'en jeu vidéo. Et on va pas se cacher que j'ai découvert bien des choses, donc ça va nous prendre du temps de faire le tour de tout ceci. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez vu courant janvier, ou à me dire ce que vous avez pensé des œuvres dont je vais parler. Nous allons commencer avec la partie bande dessinée. Pendant ce mois de janvier 2024, j'ai lu le tome 1 de la BD La Horde du Contrevent, qui est sorti en 2017. J'ai déjà lu le roman La Horde du Contrevent, donc il s'agissait un peu d'un défi de style que d'essayer d'apporter une nouvelle vision de l'œuvre qui serait intéressante, qui justifierait l'utilisation du domaine de la bande dessinée. Et pour ce faire, nous passons par une préface très intéressante écrite par Alain Damasio, l'auteur du roman original. Je prends donc très volontiers cette préface qui est très intéressante sur le système de création d'œuvres, de réappropriation et évidemment d'adaptation, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire du copier-coller, ce qui est compliqué quand on a un tel roman que La Horde du Contrevent à passer en images, mais bien réadapter les personnages, réadapter les situations, réadapter l'imaginaire et le monde et les messages globaux pour faire une œuvre complémentaire, à part et pertinente dans le domaine de la bande dessinée. Et c'est ce que nous avons avec ce premier tome. Nous avons une présentation assez suffisamment simple, on va dire, de la Horde que nous suivons, parce qu'elle est un petit peu moins nombreuse que dans le roman, ce qui est déjà plus confortable, je pense, pour les nouveaux arrivants, bien que, comme mon beau-frère l'a dit, puisque celui-ci a découvert l'univers avec la bande dessinée, ça reste quand même un peu cryptique au départ. Autant avec la force de la nature qu'on affronte de face directement, avec l'univers à prendre en compte et avec les différents personnages à découvrir. Mais je trouve que la présentation de la Horde est très propre, leur mission, leurs objectifs, leur façon de voir les choses marchent très bien aussi, et les différents membres qui sont réellement des personnages, qui sont peut-être 4 ou 5, je pense, ça marche très bien. C'est également intéressant de voir que ce n'est pas forcément les mêmes morts qui arrivent en même temps que dans le roman. Cela permettra de mettre en avant des personnages différents du roman, ou alors de mettre les mêmes en avant, mais avec un rythme différent et une logique différente, ce qui peut très bien marcher également. Et vu la mort qu'il y a au début, ça va rajouter des obstacles très importants pour garder la cohésion du groupe. Et c'est quelque chose de très important d'avoir un groupe soudé pour affronter un monde aussi compliqué, qui est très bien mis en couleur et en scène par l'auteur de cette BD. Très belle découverte. Et j'ai également, le même jour, lu le tome 2 de la BD La Horde du Contrevent, sorti en 2019. J'ai trouvé le volume un peu plus long et contenant moins de surprises que dans le roman. Non, que par rapport au roman que le premier tome. Mais de façon de base, la partie de la frégate dans le roman, ce n'est pas forcément ma préférée. Je le trouve effectivement un peu longue parce que c'est celle où la Horde, n'est pas en contre, alors que c'est par les situations difficiles, que la Horde est intéressante de suivre, puisqu'elle est littéralement née pour ça. Après, ça permet de se poser beaucoup de questions sur l'univers, sur pourquoi ça fonctionne comme ça, quel est l'intérêt des Hordes, est-ce qu'elles ont encore un intérêt ? Ça permet de les mettre en avant contre leurs contradictions, voir ce qui va pas dans le groupe, autant pour le groupe global que pour chacun des membres. On a beaucoup de paranoïa, parce que, évidemment, voir sa vision du monde être autant confrontée par un petit groupe qui vient de nulle part, c'est un petit peu compliqué. Il y a également un gros obstacle qui arrive, forcé par un Golgoth qui est de plus en plus insupportable, mais le personnage est comme ça, et c'est comme ça qu'il est intéressant, donc très très bien. On a Sauve, qui est le scribe et le personnage principal, qui apprend à remplacer la colle au sein du groupe, ce qui est un rôle taillé pour lui, mais qu'il a du mal à apprendre, à appréhender et à prendre en compte, mais qui arrive petit à petit, ça fait plaisir à voir. Donc en vrai, il y a des belles choses, ça a des belles promesses pour la suite, mais le volume est un petit peu long, car n'est pas celui qui prend en adaptation ma partie préférée. Ensuite, nous arrivons à la partie comics, une partie que j'ai commencé plutôt récemment, en m'achetant l'intégrale du comics Tortue Ninja. J'attends le tome 3 avec plutôt d'impatience, mais ce n'est pas ça dont je vais parler aujourd'hui, mais plutôt de la seconde série que je suis, que sont les Marvel Must Have. Et
pendant ce mois de janvier, j'ai lu Daredevil, l'homme sans peur. Le volume est sorti en 2020, mais l'histoire date de 1986. C'est une histoire pour remettre en avant Daredevil, le faire évoluer, faire bosser ses ventes, revoir son origine, ce qui sont des choses qui arrivent plutôt souvent dans le domaine des comics, de ce que j'ai pu voir avec les premiers Marvel Must-Have que j'ai lus. Et ici, nous avons un personnage dont j'ai découvert les histoires. Je connaissais le personnage, mais je n'avais jamais rien lu, vu ou rien découvert autour de lui. Et là, j'ai découvert ses origines, et je trouve très intéressant. Il est plein de questionnements moraux qui fonctionnent très bien sur la façon de faire la justice, sur la foi, sur la différence entre être un diable et en même temps être l'ange du quartier qui affronte les vrais dangers. Il y a plein de très belles choses. Son idée principale, autour du personnage évidemment, c'est pas lui qui a décidé, qui est d'être aveugle et d'avoir ses autres sens plus développés, apporte de très belles choses et des variations très intéressantes au personnage monolithique plein de super pouvoirs. Et donc ici nous avons une très belle relecture efficace, rapide et très fonctionnelle de son histoire, avec de très bons personnages secondaires, le Caïd et Elektra en tête, si je ne m'abuse, parce que je les avais lus le 6 janvier, on est le 12 février, c'était pas entièrement frais dans ma tête. Et nous avons une vraie maîtrise du perso. En vrai, je me souviens pas en détail de ce que j'ai lu, parce que les comics que je lis se mélangent un peu et s'éloignent assez vite, mais je me souviens avoir passé un excellent moment avec des très bons personnages secondaires et une très belle lecture de Daredevil, qui est une excellente découverte. Ensuite, j'ai également lu Marvels, dont le must-have est sorti en 2021, mais dont l'histoire date de 1994. Il y a une très belle idée de base, qui est de relire et de revoir les grands moments de l'univers Marvel avec un œil humain et ses sentiments que ça peut créer, l'admiration pour des héros exceptionnels, la jalousie en mode ouais mais nous aussi on est des héros, on n'a pas de super pouvoir mais nous aussi on fait des choses pour sauver le monde, pourquoi est-ce qu'on n'est pas reconnus nous? La haine, la peur, il y a de très belles choses parce qu'évidemment mettre un œil humain au travers d'événements qui les dépassent, c'est hyper intéressant. Léolio dans Hunter x Hunter, meilleur personnage de l'équipe. Krillin dans Dragon Ball, meilleur personnage de l'équipe. C'est un trope qui fonctionne extrêmement bien, notamment sur moi. Et donc, on se questionne sur qui sont les vrais héros. Est-ce que c'est les méchants qui font semblant et qui arrivent à piéger leur petit monde? Est-ce que c'est les super-héros qui sauvent ce qu'ils peuvent en détruisant d'autres choses sur le chemin? Ou est-ce que c'est les humains qui font de leur mieux? La question se pose. Mais malheureusement, comme beaucoup de comics de cette collection, ça s'essouffle assez vite. La bonne idée se perd derrière des dialogues interminaux et beaucoup trop de chapitres pour ce que ça veut réellement raconter. Et en plus de ça, ça se permet de ne pas se conclure. Et quand t'as une œuvre qui rate son introduction et ou sa conclusion, ça pique un peu pour l'appréciation globale. Sauf si vraiment elle est assez longue pour que le reste puisse être exceptionnel au milieu. Et enfin, j'ai eu la chance de lire le comics Thor Résurrection. Le tome de Marvel Must Have date de 2022, mais l'histoire date de 98. Là encore, nous avons une très belle idée de base qui revient à peu près même dans la logique, puisque le but est de lier un dieu très fier, très monolithique, très limité dans ce qu'il raconte, qui est Thor, avec un humain absolument invisible et perdu. En effet, après la suite c'est exactement la même chose. J'ai noté que c'était trop long pour être accrocheur tout du long et qu'il y avait le questionnement sur les vrais héros. Parce qu'en effet, le personnage à qui il fusionne, il est ambulancier je crois, et Thor ne l'a pas sauvé dans une bataille qu'il a fait parce qu'il était concentré sur d'autres éléments, comme affronter le grand méchant ou sauver des grands trucs et pas un petit homme parmi la foule. C'est triste dit comme ça, mais c'est la réalité des choses. On peut pas sauver tout le monde, même qu'on est un vrai héros avec des pouvoirs aussi grands. D'autant plus que Thor le paye psychologiquement derrière, ce qui est très intéressant également. Sauf que derrière, l'embroglio entre l'ordre de vie fonctionne un moment, puis devient très long, puis devient extrêmement long, puis se répète, et les questionnements laissent place à l'indifférence et à « c'est bon, on a compris, on peut passer à autre chose sur ce plan de l'existence ». Mais voilà.
Après, c'est peut-être lié au fait que les comics sont écrits numéro par numéro et qu'ils n'ont peut-être pas à lire enchaînés comme ça. Après, les mangas aussi sont écrits numéro par numéro, sauf qu'ils sont publiés par rassemblement de 9 numéros globalement et qui sont plus prévus pour ce format-là. Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui me perds un peu dans les comics et c'est un petit peu dommage. Nous passons maintenant à la catégorie qui est et qui sera à chaque fois, je pense, la catégorie la plus complète et la plus longue de cet épisode. Nous passons donc au cinéma. En effet, je suis un gros passionné de films, que ce soit en salle ou à la maison. Ce mois-ci, par exemple, en janvier, j'ai vu 14 films. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en salle et du coup le reste à la maison. Et février, c'est pas mieux parce qu'on est actuellement le 12 janvier. Et oui, tout à fait. Février, c'est pas mieux parce qu'on est le 12 janvier. Février ne va pas mieux car on est le 12 février et que j'ai déjà vu 16 films ce mois-ci. Le mois prochain va être sportif. Mais pour l'instant, nous parlons de janvier, que j'ai commencé avec Vermine au cinéma, qui est un film sorti en 2023, qui n'est plus en salle, si je ne m'abuse. C'est un film de genre français, plutôt film d'horreur. Nous suivons un groupe de 5 amis dans un immeuble de type HLM, qui font face à une invasion d'araignées qui grandissent plutôt très rapidement et qui sont plutôt très dangereuses, on va pas se le cacher. Et le film fonctionne très bien, c'est hyper agréable d'avoir un film de genre français qui a de la gueule. En vrai, les plans en spirale qui font un peu prisonnier de l'araignée, de la toile d'araignée, fonctionnent très bien. Les personnages sont un peu caricaturaux ou limités à quelques traits de caractère, mais fonctionnent très bien face à la situation quand même. Nous avons un léger message politique, qui n'est pas très bien caché, qui peut donner un petit jeu supplémentaire avec le titre du film. Est-ce que les vermines, c'est ces créatures velues avec plusieurs pattes qui rampent et qui font étoile? Ou est-ce que ce ne serait pas les habitants d'un quartier pauvre, délaissés par la police et par l'État? On ne sait pas trop. Donc oui, les persos sont agréables, les mises en scène elles sont très réussies. C'est un peu dommage pour les flics, mais tout le reste est tellement réussi que ça efface largement. Et l'ensemble est stressant et oppressant au possible. J'ai passé un super moment. Alors, c'est un peu bizarre d'enchaîner les deux phrases, je vous l'avouerai, parce que moi j'adore quand c'est oppressant et stressant, mais quand c'est le but du film et que c'est très bien fait, là j'ai passé un bon moment. Ensuite, j'ai vu La Revanche des crevettes pailletées à la maison, qui est un film sorti en 2022. C'est la suite des crevettes pailletées, qui est donc une série de films sur une équipe de water-polo qui contient uniquement des homosexuels. Et dans ce second film, nous avons un hétérosexuel qui rejoint l'équipe et qu'on ne prévient même pas du genre d'équipe que c'est. Les membres ont tous des petits secrets, genre le nouvel amoureux en date, une amourette au sein de l'équipe, le fait de pas être homosexuel et d'avoir menti depuis le début, le fait de pas avoir dit que c'était une équipe particulière. Alors c'est un peu le trope facile qu'on voit dans beaucoup de films français, de juste avoir des non-dits qui rendent la communication compliquée et qui créent des quiproquos pour aucune raison autre qu'occuper le scénario, parce que évidemment les personnages ne fonctionnent que par le conflit. Alors oui, les personnages, faut qu'ils aient des conflits, mais est-ce qu'on peut le construire ça de meilleure manière? Je pense. Sauf que dans ce film-là, ça marche plutôt bien, parce que l'ambiance est plutôt légère, malgré les sujets très lourds à porter autour des minorités de genre et sexuelles que contient le film en masse. D'autant plus que l'équipe finit en Russie, qui n'est pas forcément un pays très accueillant pour ce genre de personnes déviantes, comme il dirait. Il y a même des camps de redressement pour homosexuels, qui sont des choses qu'on aurait pu trouver dans le passé, dans d'autres pays. Je sais pas si c'est réellement le cas encore en Russie, mais pour le film, oui. Donc j'ai passé un bon moment, c'était très drôle. C'est un peu abusé, je pense, au global, sur la vision de la Russie, mais ça je peux pas le dire avec certitude. Mais en même temps, c'est important de montrer comment les minorités peuvent affronter le monde, en étant fiers d'elles et en faisant
des choses pour se mettre en avant, se mettre en valeur et montrer que, en fait, ils sont comme nous. Imagine. Et en même temps, l'esprit d'équipe est super cool à voir, malgré les secrets qui n'affectent rien cet esprit. Ou alors, pas suffisamment longtemps pour être relou. Donc, je n'avais pas vu le premier film, mais c'était une très belle chose. Ensuite, j'ai également vu Les Trois Mousquetaires Milady en salle, qui est un film sorti en 2023. J'ai pas passé un très bon moment. C'est un blockbuster français, sauf que le souci, c'est qu'il veut se la jouer à l'américaine, et que ce n'est pas forcément une bonne chose, vu la gueule des blockbusters américains actuellement. Hop là, prends ça. Et donc on a un film un peu creux. Finalement, c'est les mêmes points positifs et les mêmes points négatifs que le premier. C'est des plans, des décors et des images magnifiques quand les mouvements de caméra sont inexistants. Parce que dès lors que la caméra bouge ne serait-ce qu'un millimètre, c'est tellement flou et illisible, c'est désagréable au possible. Les chemins des personnages sont très simplifiés au possible, pour ça rendre ça fluide et rapide, mais ça crée des plutôt gros soucis de cohérence avec des téléportations, avec des personnages qui sont là pile au moment juste pour arranger la situation et parce qu'ils sont nécessaires au scénario. C'est un petit peu relou. Il y a peu de personnages qui sont mis en avant, en vrai, à part D'Artagnan et Milady, ça fait pas grand chose d'autre. Au niveau des mousquetaires, on a celui joué par Vincent Cassel, qui est un petit peu utile comme dans le 1, parce que c'est le seul qui a un petit peu un arc narratif. T'as celui joué par Romain Duris qui a un semblant de blague et quelques éléments autour d'une petite amourette, si je ne m'abuse, et c'est tout. Et t'as Pio Marmaille qui pisse sur un arbre et qui dort. C'est assez mal partagé au global, on va dire. Mais c'est des petites intrigues politiques, des petites batailles, pas très bien filmées, c'est dommage. Alors que ça peut être cool, de voir des gros films en France. Mais peut-être que les faire plus à la française et un peu moins à l'américaine serait bénéfique. On va pas se le cacher. Parce que soyons fiers de nos particularités et de ce qu'on peut apporter. Vermine visait moins haut, en tant que grand spectacle, mais avait beaucoup plus de choses à proposer. Ensuite, j'ai également vu Ernest et Célestine, le voyage en Charabie, à la maison. C'est un film sorti en 2022. C'est un film d'animation avec un ours et une petite souris, parce que je crois que c'est une série d'animation connue, Ernest et Célestine. Sauf que j'avais jamais vu la moindre chose dessus, le moindre film, le moindre épisode, rien du tout. Et là, nous avons, je crois, le deuxième film sur l'univers. Un film centré surtout sur Ernest, puisque les deux personnages vont dans le pays d'Ernest, la Charabie, un pays qui est fan de musique, qui a beaucoup appris à Ernest. Et en fait, on apprend que le pays actuellement est en train d'essayer de détruire toute la musique, qu'il n'y en ait plus nulle part. Il y a des poches de révolte partout. Le film est mignon, autant par le style graphique que par ce qu'il raconte, avec cette famille principale qui est fan de musique mais qui veut se le cacher parce qu'ils ont des rôles hyper importants dans la société et qui, du coup, ça ne colle pas avec leur image, c'est compliqué. C'est un bon moment pour la liberté et pour la musique, qui sont des thèmes importants, fédérateurs et qui sont sympathiques de voir être mis en avant. Mais en même temps, c'est très simpliste. Je vais pas entrer dans le cliché de c'est de l'animation, c'est pour les enfants forcément. Donc je trouve que le film est assez simpliste dans ce qu'il veut raconter, autant sur le racisme que sur la haine de la musique et son élimination totale. Et la façon dont elle revient avec des poches de rébellion par-ci par-là et des personnages qui voulaient faire croire qu'ils n'aimaient pas la musique alors qu'en fait ils sont absolument fans. Ce qui fait que le global est assez simple. Tant en fait, tout le monde était pour la musique, en fait. Mais j'ai passé un très bon moment parce que c'était beau, autant dans l'animation que dans l'histoire plutôt mignonne. Ensuite, j'ai vu Mon chat et moi, la grande aventure de Roux, à la maison. C'est un film sorti en 2023. Comment dire que j'ai trouvé ça très long et très ennuyant sans être insultant. Et je crois que je ne vais pas pouvoir. Non, pas être insultant, mais je me suis vraiment ennuyé. Parce qu'en fait, c'est une petite fille qui a un chat. Et c'est à peu près tout. Parce qu'elle trouve un chat, elle garde le chat, elle lève le chat, elle est contente d'avoir un chat. Elle rencontre sa voisine dans sa maison de vacances. Et elle est en mode « Oh, mais elle est bizarre la voisine !» Et après, elle a un chat. Et c'est tout.
Alors, il y a un message important, évidemment, retenez bien ça les enfants. Ça n'est pas bien de considérer les animaux comme des objets. Mais ça, je le savais déjà. Donc ça m'a pas apporté grand chose, mais le message est important. Donc prenez-le. Et c'est à peu près tout ce que j'ai réussi à retenir du film. Le reste ne m'a pas parlé du tout. Une petite fille avec un chat, qui aime son chat, et c'est tout. Euh, Pas mauvais, hein, mais pas bon. Ensuite, j'ai vu Le Royaume de Naya à la maison. Le film est sorti en 2023. C'est un film d'animation euh, des pays baltiques. Je ne sais plus lequel. Et visuellement, tu le sens que c'est pas les mêmes idées, la même façon de faire, la même culture que d'habitude. C'est plutôt quelque chose qui ne me parle pas. C'est pas du tout à mon goût visuellement. Et en plus de ça, au niveau de l'intrigue, il n'y a vraiment aucune surprise. On a un personnage qui va dans la forêt mystique à côté de chez lui, il rencontre le peuple mystique qui y vit, il fait ami-ami, et non pas Hawaï. Et quand il veut revenir en ville pour partager ces deux cultures, c'est qu'il vient de découvrir celle qu'il connaissait depuis toujours, il y a une méchante qui arrive qui dit bah non. Et hop, après il y a un quiproquo, ça s'entend pas entre le mec et la forêt qu'il a découvert, et après ils finissent par se sauver l'un l'autre, et voilà. Le truc classique, dont même Avatar s'est inspiré d'ailleurs. Et donc message écologique évident, avec les forces de la forêt contre la destruction pour le profit. Le message est simple à comprendre, mais le film et la façon de le raconter, qu'est-ce que c'est enfantin, c'est très inconfortable. L'humour, le style graphique, les personnages, tout est très enfantin. J'ai l'impression de voir un épisode de Ladybug, tu vois, étiré sur 1h20, je crois, et centré sur l'écologie. Et c'est tout. Alors, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça prend pas les enfants pour les idiots, mais c'est pas pour moi. Ensuite, j'ai vu Chien de la Casse en salle, qui est un film sorti en 2023. J'ai pu le voir en salle parce qu'il est ressorti rapidement pour un festival de je ne sais plus quelle raison dans un cinéma près de chez moi. Et j'étais très content de pouvoir le découvrir parce que je l'avais raté en salle l'année dernière. Et qu'est-ce que j'ai pris mon pied. Oh, c'est trop agréable. On suit un personnage joué par Raphaël Quenard, que vous connaissez sans doute maintenant, qui joue effectivement un chien de la casse. Un personnage qui traîne dans une petite ville avec son pote. Ils n'ont pas grand chose à faire, mais ils essayent de se construire, de trouver une place dans ce petit village, de trouver leur petite niche en tant que chien de la casse. Donc c'est une très belle histoire d'amitié entre mecs, qui n'est pas un thème qu'on met très souvent en avant. Souvent c'est un petit bonus, tu vois, l'amitié est importante dans le voyage qu'ils font. Mais là c'est vraiment l'amitié qui est le sujet central du film, puisque t'en as un qui, hormis pour son métier, est sûr de ce qu'il est, de ce qu'il veut faire, de qui il est, et donc qui est un pilier central dans l'équipe, mais qui a en même temps absolument besoin de l'autre personnage. Personnage qui se pose beaucoup de questions sur qui il est, sur ce qu'il veut faire, sur avec qui il veut être. Et justement, lui a plus besoin d'indépendance avant de se rendre compte qu'il a évidemment aussi besoin de son pote. Donc on a plein de très bonnes idées. Parce que le film est bien construit, sur l'amitié conflictuelle, sur la construction sans celle-ci. Évidemment, quand tu fais tout dans un petit village avec un pote depuis super longtemps, quand l'amitié se brise un petit peu, c'est compliqué pour pas se croiser, pour savoir quoi faire, pour régler ses problèmes sans l'autre. Je trouve que c'est un peu dommage pour la conclusion, qui est un poil rapide, parce que le conflit monte très bien, un très bon rythme, très intéressant, et sa résolution est un poil rapide, un poil simple. Je chipote, bien évidemment, mais vu les réussites qu'il y avait précédemment, c'est un petit peu dommageable. Par contre, le niveau du casting et de l'acting, qu'est-ce que c'est bon. J'ai passé un tellement bon moment. Nous reprenons l'enregistrement le 19 février pour que vous puissiez vous figurer le temps qui s'est écoulé entre mon visionnage ou ma découverte des œuvres et le moment où je les critique actuellement. Nous en étions au milieu de la partie cinéma. Le prochain film que j'ai vu, c'était le 20 janvier. C'était Les Têtes Givrées. Je l'ai vu à la maison. C'est sur un prof joué par Clovis Cornillac qui arrive dans un collège dans un petit village reclus de montagne et il veut sensibiliser les jeunes de sa classe à la fonte des glaces avec les glaciers qui sont autour d'eux et qui sont très liés à leur histoire, qui cherche à les motiver, à les rendre plus intéressés, plus intéressants et à les rendre vivants. Donc c'est un film assez simple et naïf, mais
en même temps, j'ai trouvé ça plutôt agréable, d'avoir autant d'optimisme autour des jeunes, porté par un personnage, joué par Chris Cornillac, qui est plutôt agréable, en vrai. Il a l'air de savoir gérer toutes les situations des différents jeunes, de leur dire ce dont ils ont besoin d'entendre, même s'ils ne le savent pas vraiment, qu'ils n'ont pas envie de l'entendre. Que ce soit ceux qui sont trop sur leurs écrans, ceux qui sont mal vus par les autres parce qu'ils sont, désagréables, mais qui se rendent pas compte que c'est à cause du fait qu'ils sont désagréables qu'ils sont mal vus. Ce genre de choses. C'est naïf, c'est facile, mais ça marche bien. Je suis désolé. Mais par contre, quand les jeunes rentrent chez lui, par effraction, car ils pensent qu'il est un peu en danger, et qui découvrent 1 milliard environ de photos d'eux sur les murs de sa maison, et qui sont en mode waouh, trop cool! Oh, le prof, il nous aime trop! C'est assez bizarre et un petit peu gênant, on va pas se le cacher. Alors que le reste, c'est tellement logique, agréable et naïf que voir ça en plein milieu, t'es en mode ah, ça passe moyen. Mais hormis ça, j'ai passé un bon moment. Ensuite, le 21 janvier, j'ai vu À la belle étoile à la maison. C'est un biopic assez basique sur un pâtissier. Je n'ai su qu'à la fin que c'était un biopic et pas juste un film Neketsu tout à fait classique. Et je vous avouerai que ça ne me change pas grand-chose à mon avis. C'est tellement basique, tellement simple. Alors peut-être que j'étais pas à fond dedans. Ça, y a pas à se battre pour s'en rendre compte. Mais je trouve que c'est très peu clair, en fait, les réussites du personnage, ses avancées, ses échecs. J'ai un peu de mal à voir l'enchaînement des étapes, parce qu'il passe d'une cuisine à une autre, à encore une autre, à un concours, à il est chef et il est championnat. Et t'es en mode, ah, c'est étrangement construit. D'autant plus qu'il a des rivaux, mais pas tant niveau cuisine que juste ils sont désagréables avec lui. Donc c'est ses rivaux. Donc c'est très particulier. Alors, le personnage est passionné par la pâtisserie, mais moi j'étais pas passionné par le film ou par comment il l'a raconté. Alors que ça se trouve, ce pâtissier a une histoire incroyable. Il a un parcours très particulier dans la pâtisserie, hyper important. Je ne le sais pas vraiment, mais même si c'est le cas, je l'ai pas ressenti dans le film. Parce que je trouve que les étapes sont assez mal exprimées. Alors que, évidemment, il vient de nulle part, et du coup, le championnat, c'est impressionnant d'y être allé. Sauf que, ben, justement, il vient de nulle part, et directement, hop, le championnat. Particulier. Donc, finalement, comme il n'y avait pas de gros liant, ou que je ne l'ai pas senti, tout du moins, j'ai trouvé ça un peu long. C'est pas mon délire, ce genre de film, je crois. Par contre, bonne surprise pour Riyad, qui jouait étonnamment bien. Parce que c'est une personne que j'ai eu l'occasion de croiser sur internet vite fait. J'ai pas souvenir d'avoir regardé une de ses vidéos, ni une vidéo dans laquelle il apparaissait. Cependant, je l'ai vu dans LoL saison 2, et il ne m'a pas laissé une très grande impression, que ce soit en positif ou en négatif. Voilà. Ensuite, le 24 janvier, j'ai découvert Quand tu seras grand à la maison. Et on a une maison de retraite dans laquelle un groupe de jeunes s'incruste un petit peu parce que la cantine de l'école est fermée et ils viennent manger ici et passer un peu plus de temps. Donc, au global, sans même l'avoir vu, ça me fait penser au film Maison de retraite avec Kev Adams, d'après ce que j'ai compris de la bande-annonce du 2 que j'ai vu 12 milliards de fois. Et c'est des sujets assez classiques, de confronter la plus vieille génération possible à la plus jeune possible, pour montrer l'écart entre les vieux qui sont seuls, qui perdent la boule, qui ont un rythme de vie bien différent, et des jeunes qui sont pleins d'énergie, pleins d'avenir, pleins d'optimisme, mais en même temps qui ont tout un monde à découvrir, pour comprendre ce que c'est la douleur, pour comprendre ce que c'est la mort, pour comprendre comment on doit partager les choses pour vivre quand même. Mais en même temps, c'est un peu passé à côté de moi parce que j'ai trouvé que c'était très forceur dans la façon de raconter les choses et d'arriver au bout de ses points. D'autant plus que ça tournait vraiment en rond. Parce que finalement, il n'y a pas tant de personnes âgées qui sont mis en avant et pas tant d'enfants. Donc les situations finissent par assez vite se répéter. Alors que justement, l'idée de mettre deux générations très écartées côte à côte, ah, tu peux en faire des choses pour montrer un vrai décalage et montrer que les deux générations peuvent apprendre de l'autre. Là, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Et donc au global, ça m'est un peu passé à côté. Ensuite, le 25 janvier, je suis allé voir Godzilla Minus One en salle.
C'est un film qui a été très mal desservi par sa communication. Il me semble qu'il est sorti que 3 jours courant janvier et qu'il est ressorti pendant 2 semaines en janvier. Je viens de dire janvier déjà. 3 jours en décembre et, et 2 semaines en janvier. Pardon, je vais y arriver. Et tout ça uniquement en VO, si je ne m'abuse. C'est un nouvel opus Godzilla, comme il y en a assez régulièrement, j'ai l'impression. C'est un film japonais et c'est quand même plus agréable qu'un sujet typiquement japonais lié à la culture japonaise à fond, lié à la peur des Japonais, de la guerre, de la force atomique et de ce genre de choses. C'est quand même mieux que c'est traité par des Japonais, notamment parce que c'est des sujets qui leur parlent, et donc c'est mieux traité. La fin est assez évidente, tu te doutes que le personnage avec son avion va faire ça, d'autant plus avec les quelques indices disséminés plus tôt, mais il n'empêche que le film est super agréable à suivre, notamment grâce à cette humanité qui transpose de tous les plans, sauf ceux où il y a que Godzilla, forcément. Et en même temps, visuellement, c'est extrêmement propre pour un tel budget, et c'est très agréable de voir qu'on peut faire ce genre de choses quand on met le budget au bon endroit. Godzilla est impressionnant. On le trouve petit à sa première apparition, de nuit sur une petite île, mais en même temps, comme elle se passe quelques temps avant le reste du film, tu fais «Ah oui!» Quand tu le revois après, tu te rends compte qu'il a une taille différente. Et c'est plutôt agréable à voir, on va pas se le cacher. Mais par contre, qu'est-ce que c'est agréable l'écriture des personnages. Voir des personnages aussi vivants, évoluer autant, aussi vite. En même temps, t'as pas le choix quand t'es face à la destruction quasiment atomique d'une ville. Tu vois, que de devoir devenir un héros, apprendre à agir, faire le poids de tes échecs passés, assumer qui tu es, même si tu es un pleutre. Il y a plein de très bonnes choses. J'aime beaucoup également le plan qu'ils mettent en place pour se débarrasser de Godzilla. C'est plus basé sur l'intelligence et l'action commune que sur un seul vrai héros, parce que ça n'existe pas, un seul vrai héros, ou sur un plan basé uniquement sur la puissance brute. Donc c'est plutôt agréable. Et surtout, par rapport au sujet de base, ils ont ajouté les sujets des kamikazes et du sens du devoir au propos global, et ça s'y intègre très bien. Parce que le personnage principal, c'est un kamikaze, qui a choisi de ne pas se kamikazer pendant la guerre, et donc pendant tout le film, il porte le poids de ce qu'il a fait comme choix. Parce que forcément, ne pas vouloir se faire exploser avec son avion, eh ben, ça crée des morts de notre côté. Parce qu'il n'a pas agi. Même si, en vrai, j'ai mis quelques doutes là-dessus, mais on va pas... C'est pas à moi de choisir. Mais c'était un excellent moment. Ensuite, le 28 janvier, je suis allé voir Iron Claw en salle. C'était un film... alors, je sais pas à quel point c'est biographique, j'ai pas vu l'information sur la famille, sur la vraie famille sur laquelle est basé le film. Mais je suis pas du tout intéressé par le catch. Encore moins le catch des années 80, je crois, un truc comme ça, vu le style. Mais alors, qu'est-ce que le film était agréable? Alors, à chaque fois, je fais cette blague, mais le mot agréable est peut-être un peu mal choisi, parce que je pensais pas que c'était un film aussi dur, on va pas se le cacher. C'est pas trop centré sur le catch, mais quand c'est montré, c'est très propre. Mais c'est montré un peu sur la malédiction familiale, parce qu'en soi, c'est le père qui force ses 4 fils à faire du catch, parce que lui est devenu catcheur en fin de carrière et n'a jamais pu réussir à avoir la ceinture de champion du monde. Donc il force un peu tout le monde à entrer dans la compétition les uns contre les autres, et en même temps contre le reste du monde du catch, et ça crée quelques malheurs par-ci par-là dans la famille, et c'est dur, c'est dur, c'est dur. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon dosage de sport. Moi, je voulais pas plus de sport dans un film de ce genre-là. Par contre, il y a peut-être un poil trop de pathos à la fin. Mais en même temps, quand tu vois la gueule de l'héritage familial et de ce qui se passe pour les fils, ah, peut-être que le pathos est justifié. Mais voilà. Est-ce qu'il y a une réelle malédiction ou est-ce que les difficultés dans la vie, de type maladie, mal-être mental, mal-être physique, viennent plutôt du fait de forcer 4 personnes à renoncer à leurs rêves, à leurs objectifs pour essayer d'accomplir le tien? Ah, peut-être que c'est lié. Et peut-être que c'est un message important à avoir. Donc, c'est un film qui marche bien. Ensuite, avant-dernier film de ce mois-ci, j'ai vu Une nuit à la maison. C'est deux personnes qui se rencontrent dans le métro, qui se gueulent dessus, parce que c'est comme ça que ça se passe dans le métro. Et juste après, ils font des galipettes cendrées dans un photomaton du métro,
Puis ils passent la nuit ensemble, à se balader dans Paris, à aller à une soirée de jeunes où ils n'étaient pas invités, à aller dans un club libertin, à aller dans un restaurant, à discuter ensemble. Donc c'est typiquement un film de dialogue qui ne coûte pas grand-chose, mais moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Les personnages se découvrent l'un l'autre, et en même temps permettent à l'autre de se découvrir un peu plus, de se rendre compte qu'ils ont des problèmes dans leur vie, finalement ils sont pas si heureux que ça, pour pouvoir tout lâcher pendant une nuit comme ça, à ce point. Il y a quelques trucs qui sont un peu abusés, sur la façon de se débarrasser des téléphones, sur le fait de faire autant de trucs illégaux dans la nuit, mais eux deux sont plutôt mignons, et c'était un beau moment, parce qu'effectivement, la rencontre est rapide et aléatoire, et ça mène à une libération et un amour total, donc c'est assez étonnant. Je crois pas en l'amour à ce point, de mon côté. Mais par contre, niveau film, c'était très cool. Les personnages sont super poussés, surtout pour voir que c'est sur une seule nuit. Bon, j'ai l'impression que la nuit fait 12 000 heures, mais écoute, ça passe quand même. Et il reste agréable à suivre quand même. Et en plus, c'est pas redondant sur la forme, parce que comme je l'ai dit, il traverse la nuit, mais en faisant plein de choses différentes. Ce qui permet de brasser pas mal de sujets. Même si c'est un peu les mêmes sujets qui reviennent. Ils le font de façon plus poussée à chaque fois, de manière un poil décalée, ce qui marche très bien. Et enfin, pour conclure la partie film, je suis allé voir le 31 janvier Bienvenue à Gattaca en salle. Alors, effectivement, c'est pas du tout un film de 2024, mais il y a eu les Mycéliades. Je sais même pas si c'est encore en cours à l'heure où j'enregistre. Donc c'est un festival de cinéma de SF qui faisait le tour des petits cinémas de France, dans lequel des intervenants de la SF venaient parler de certains films dans certains cinémas. Nous, il y a eu le capitaine de Nexus 6 et la chaîne Chronique Fiction, qui sont venus parler de l'armée des 12 singes et de je ne sais quoi, parce que je ne les vois aucun des deux en fait, donc je peux pas le dire, j'ai oublié. Et donc grâce à ça, j'ai pu découvrir Bienvenue à Gattaca, dont je n'avais jamais entendu parler le matin même du 31 janvier. J'ai trouvé le film très beau, pour voir qu'il avait 25 ans. Alors, et effectivement, au niveau des technologies, tu sens que c'était le futur d'il y a 25 ans, parce que quand tu imagines les PC comme ça, tu fais «Ah! Bah, c'est-à-dire que ces PC-là, ils étaient passés 10 ans après, pas autant dans le futur, donc c'est un peu chaud». Pour le reste, c'est des idées assez simples, mais qui sont bien mises en place, donc ça marche très bien, c'est plutôt joli. Et j'ai trouvé le sujet très intéressant, parce qu'en fait, ça parle d'eugénisme, d'inné et d'acquis, parce qu'en fait, c'est un monde dans lequel il y a beaucoup de tests effectués entre les gamètes mâles et femelles des parents, pour qu'ils puissent choisir l'enfant le plus parfait, celui qui a le plus de chances de réussir, celui qui a le moins de chances d'avoir de maladie, parce que absolument tout est décidé par l'ADN tout le long de la vie. Il n'y a pas vraiment d'entretien d'embauche, c'est lié à l'ADN. Il n'y a pas vraiment de sécurité, c'est lié à l'ADN. Il n'y a pas vraiment d'amour, c'est lié à l'ADN. Ce genre de choses. Mais c'est également un film policier plutôt efficace, parce que notre personnage principal n'est pas fait par l'ADN, mais juste par l'amour normal de ses parents. Et il prend la place de quelqu'un qui avait une place importante et qui n'en veut plus, joué par Jude Law. Et donc il y a un grand fil rouge policier, parce qu'il y a un meurtre à un moment, et que sur la scène de crime, on retrouve de l'ADN de personnes qui n'est pas censé réussir. Et donc, grâce à cause de ça, il va se faire beaucoup d'ennemis. Alors, ils savent pas que c'est lui particulièrement, tu vois, mais dans l'idée, il va se faire beaucoup d'ennemis qui voudraient le voir abattu parce qu'il a rien à foutre là. C'est un mec trop bizarre, hyper dangereux pour la société. Ah là là, mais dégage-le. Et en même temps, ceux qui sont dans la même situation ou qui ont eu un peu d'ouverture d'esprit sont en mode mais c'est génial d'imaginer quelqu'un qui n'a aucun talent de naissance pouvoir aller aussi loin. Parce que son objectif c'est quand même d'aller dans l'espace. Et là, il en faut des connaissances et travail quand c'est pas dans ton ADN pour y aller dans l'espace. Et donc effectivement, je ne sais pas pourquoi j'en ai jamais entendu parler de ce film, parce qu'il est très réussi et c'est, je pense, un des meilleurs films de 98. En tout cas, je l'ai vu haut dans une liste de sens critique sur les films de l'année 98. Par contre, peut-être que la fin essaye un peu trop d'être larmoyante pour ce qu'était le personnage qui est concerné par cette scène. Un peu trop, je pense. Il était cool, hein, mais pas au point d'en faire autant sur cette scène finale. Aïe aïe aïe, ce premier épisode va être catastrophique. Je viens de me rendre compte que pour la première partie enregistrée, donc les 26 premières minutes,
J'avais mis le niveau d'enregistrement très bas, donc je suis obligé d'augmenter le gain pour qu'on puisse m'entendre un petit peu. Et pour la deuxième partie, je viens de me rendre compte que ça a enregistré sur le micro horrible du PC au lieu du micro normal que j'ai utilisé pour la première partie et pour maintenant. Donc on a 26 minutes trop basses. C'était 26 minutes la première partie ou c'était combien ? Je n'arrive pas à avoir la réponse parce que je suis en cours. Bref, une longue partie avec le son trop bas et une longue partie avec le mauvais micro. Nickel. Mais là, je suis en train d'enregistrer avec le bon niveau de micro et avec le micro. Ça devrait donc déjà être plus confortable et je devrais peut-être réussir à mettre un traitement derrière pour la suite qui arrive. Parce qu'il nous reste une partie qui va être rapide à traiter, la partie jeux vidéo. En effet, ça va être rapide parce que j'ai terminé le 18 janvier A Plague Tale Innocence, une aventure que j'ai fait en live sur ma chaîne Twitch, komorebi_ld, en votre compagnie. Elle est disponible en VOD sur ma chaîne YouTube de VOD. Et j'ai vraiment pas aimé, on va pas se le cacher. Je trouve le rythme très désagréable. Le jeu n'est même pas long. Il a 16 chapitres, je crois, un truc comme ça, mais qui ne sont pas très longs. Mais ça raconte pas grand-chose. On a une Adelphi avec une grande sœur et un petit frère qui doivent s'enfuir de chez eux parce que leur chez eux se fait attaquer par la milice, sans qu'on ne sache pourquoi. À côté de ça, t'as le petit qui a une maladie terrible et on cherche des antidotes, des sorts, des solutions pour le soigner. Et en même temps, il y a la peste. Sauf que j'ai pas été emballé par le gameplay qui est de l'infiltration et de l'action avec de la visée, qui ne sont pas des choses dans lesquelles je brille particulièrement, donc c'est pour ça que ça ne m'a pas plu de fou. D'autant plus que l'exploration du décor n'est pas très poussée, si ce n'est pour avoir quelques collectibles pour remplir notre sac, mais ça n'apporte pas grand chose, ou pour récupérer quelques matériaux afin de faire des améliorations qui n'apportent pas grand chose non plus. Les personnages m'ont pas parlé de fou, parce qu'hormis notre duo de frères et de sœurs, il y a le père qui meurt très rapidement, il y a la mère qui est très peu présente, il y a 2-3 amis par-ci par-là qui racontent pas grand chose, et c'est déjà tout. Je parle évidemment pas du grand méchant qui apparaît genre dans 2 chapitres seulement, je crois, ce qui est assez ridicule. Donc quand je suis ni emballé par le scénario, ni par les personnages, ni par le gameplay, c'est un peu long. Alors c'est cool d'avoir d'avoir un jeu vidéo qui se passe à cette époque-là, à l'époque de la peste, avec des sujets qui peuvent être plutôt cool. Et dans ces décors-là, avec ces costumes-là, c'est un peu sympathique, tu vois. Mais c'était pas fun à visiter du tout. C'est même pas long, c'est même pas mauvais, mais je crois juste que c'est pas pour moi, c'est pas mon type de jeu. Et puis je l'ai trouvé assez vide. Et à côté de ça, le 25 janvier, j'ai terminé 4 quests en live sur ma chaîne Twitch et avec les VOD disponibles sur ma chaîne VOD. Mais ça, la pub elle est déjà faite. C'est un RPG tout classique, un action RPG d'ailleurs pour être précis. On joue un petit chat qui fait une quête dans laquelle il va affronter Dracoth, un mec qui parle au dragon. Et donc pour ça, on fait des quêtes dans les villages, on affronte des ennemis, on affronte les gros dragons, puis après on va affronter Dracoth pour apprendre la vérité sur celui-ci. La montée en puissance est très sympathique, alors plus au début qu'à la fin, parce qu'à la fin c'est juste du pexing bête et méchant. Mais le temps de faire les quêtes à ton niveau, d'affronter les monstres par-ci par-là, on sent bien la montée en puissance. Autant au niveau de l'XP qui apporte de la vie, de la défense et de la magie, qu'au niveau des équipements de plus en plus forts qu'on récupère, qui augmentent la magie, la défense et la vie. Et l'attaque aussi, je crois qu'il y a les 4, en vrai. Alors, le gameplay n'est pas passionnant non plus, parce que tu te balades plus ou moins vite en fonction de l'avancée que tu as dans le jeu et des pouvoirs de déplacement que tu as. T'affrontes les ennemis avec tes attaques qui sont pas très développées, t'as pas une palette de coups très développée, hormis tes sorts de magie qui peuvent être choisis au nombre de 4 sur un panel de 8, je crois. Sauf qu'une fois que tu as choisi tes 4 et que tu les as améliorés, tu vas pas bouger. Donc ça change pas grand chose.
Et ce qui fait que ça devient un peu redondant, notamment parce que les quêtes sont pas très poussées, les personnages non plus. Et qui fait donc que le jeu est trop long malgré sa courte durée, et c'est un peu dommageable. Nous passons maintenant à la partie manga, qui va se tirer la bourre tous les mois avec la partie cinéma pour être la partie la plus importante. Donc on est finalement face à un podcast slash vidéo principalement centré film et manga, mais avec occasionnellement quelques BD, quelques comics, quelques jeux vidéo, quelques romans et quelques séries, globalement. Est-ce que présenter le podcast à 40 minutes de vidéo après autant d'échecs sonores, c'est une mauvaise idée ? Bien évidemment. J'ai commencé le mois de janvier en lisant le tome 12 de A Couple of Cuckoos. Alors, parler d'une romance qui se répète un petit peu un mois et 13 jours après sa lecture va être compliqué, donc je pense qu'on va aller assez vite. Mais j'avais plutôt bien noté ce volume, parce que je me souviens l'avoir trouvé moins répétitif que les précédents. En effet, les précédents tournaient un peu en rond entre Usagi et ses 3 possibles futures compagnes, parce qu'elles ont des thèmes redondants un peu au sein d'elles-mêmes et un peu avec les autres, qu'on passe beaucoup de temps à dire la même chose, elles sont amoureuses de lui, c'est sa sœur, c'est bizarre, c'est sa rivale à l'école, ou alors c'est un mariage forcé, mais il y a quand même de l'amour dans l'air, il y a pas mal de choses compliquées. J'avais trouvé que le cliffhanger du tome précédent était là juste pour être un cliffhanger parce que c'était très moyennement utilisé dans ce volume-là. Si je me souviens bien, Usagi et celle avec laquelle il est marié étaient enfermés dans un appartement pour renforcer leur lien et montrer ce qui se passerait s'ils étaient effectivement mariés. Et à la fin, quelqu'un les rejoint. Et en fait, ça sert pas à grand chose. Et c'est un petit peu dommage. Par contre, je vais trouver tout le reste du volume très bon, avec la préparation de la fête qui arrive, qui marche très bien pour la majorité des personnages. Sachant que maintenant elles sont 4 et plus 3 à tourner autour de notre tourtereau préféré. Et ouais, je crois que chacune avait eu son petit moment de gloire, chacun avec son petit sujet qui marchait bien et qui n'était pas trop répétitif avec les tomes précédents. C'est pas le cas à chaque fois, donc je prends volontiers. Mais alors vous dire spécialement ce qui s'est passé, d'autant plus qu'il reste que 2 tomes pour être aussi long que The Quintessential Quintuplets, et qu'à un moment, pour les mangas de ce genre-là, ce serait bien de se calmer sur le nombre de volumes. Ensuite, toujours le 6 janvier, j'ai lu le tome 15 de Undead Unluck, le dernier de la première partie du manga. Qu'est-ce que j'adore ce volume et cet arc de toute façon au global. Il y a un gros travail sur le désespoir qui fonctionne extrêmement bien, vu la puissance, le nombre et la facilité avec lesquelles les ennemis sont présents. On va pas se cacher que Sun et Luna sont plutôt des gros morceaux à abattre, et que la fin des temps aussi. Et c'est plutôt sympathique de voir des tout petits personnages face à des trucs aussi gros, essayer de les affronter, que ce soit par leur pouvoir, par des artefacts spéciaux, ou par juste la destinée. C'est une belle réussite, j'adore ce passage. Surtout parce que c'est au niveau des personnages que ça brille. Et sur les dernières découvertes qu'ils font, avant de disparaître, il y a des très belles choses. Les tomes précédents ont permis de faire un tour de l'amour, parce qu'Andy cherchait à récupérer son amoureuse Fuko, et pour ça il a dû affronter l'amour de Rip pour la Torah, l'amour de Billy pour Tatiana, et l'amour de Nico pour son amoureuse. Et là, les personnages apprennent des trucs sur la justice, sur le fait de ne pas être au sein de l'action pour la première fois depuis très belle lurette, ce qui est compliqué parce que c'est un énorme choix à faire. Et évidemment, quand tu veux montrer le désespoir et la difficulté face à des ennemis absolument monstrueux et inhumains, qu'est-ce qui est important ? Avoir des personnages extrêmement humains et réussis en face. Derrière, toujours le 6 janvier, j'ai lu les tomes 26 et 27 de Fire Force afin d'avancer dans mon rattrapage de la série. Je pense qu'on va traiter plus ou moins les deux d'un coup, même si j'ai préféré le tome 26, notamment parce qu'il était centré sur Benimaru et son maître, donc Benimaru, le gardien d'Asakusa.
C'est un personnage qu'on voit assez régulièrement parce qu'il est littéralement surpuissant et qu'il a un rôle ultra important pour tout le quartier est de Tokyo, parce qu'Asakusa c'est à l'est de Tokyo. Il y a un très bon sujet sur la façon d'être le soleil, parce que son maître était le soleil du quartier d'Asakusa, lui a mis toute la pression sur les épaules en mode « c'est à toi d'être le soleil maintenant, tu te démerdes », et que Benimaru trouve un moyen un peu détourné, mais en même temps c'est son moyen en fait, plutôt que celui de son maître, pour être le soleil, c'est hyper intéressant à voir. Et en plus de ça, derrière, on dévoile le secret, je me souviens absolument plus lesquels évidemment, parce que les fils rouges de Fire Force sont très lents, alors savoir ce qui s'est passé quand, c'est dur, 43 jours après. Et en plus, on lit un peu tout ça avec un autre manga, et c'est plutôt agréable de voir un auteur lier un peu ses œuvres, mais sans l'avoir vendu en mode c'est un manga lié, il faut absolument le lire. Et vu qu'il commence à faire ça au tome 26. Et d'ailleurs, le tome 27, je vais un peu moins aimer, parce qu'il était un peu plus habituel du niveau de la série. Et donc ça fait un coup dur après le tome précédent. Il y a un sujet un petit peu cool et intéressant sur la différence simplement de point de vue qui mène soit au fait d'être un héros, soit au fait d'être un démon. Mais c'est des choses qu'on a déjà vues moult fois. Et derrière, il y a une transition extrêmement violente, on va pas se le cacher, pour enfin faire avancer. Alors, c'est bien de faire avancer, c'est bien de vouloir faire avancer, mais la transition est dégueulasse. Ensuite, le 13 janvier, j'ai lu le one-shot Gigantomachia de l'auteur de Berserk, avec un tome prêté par Adrien, Shout Out Adrien bien sûr. C'est m'a pas plu de fou, c'est pas une très belle découverte de l'auteur de Berserk, parce que autant visuellement je suis emballé, les dessins sont magnifiques, il y a une très très belle recherche sur les différences de taille, parce que déjà le groupe principal est centré sur une fille toute petite et un humain tout grand, et qu'ils affrontent littéralement des géants, pardon. Il y a de très belles différences de taille et c'est très bien rendu, c'est très très beau. Le duo est d'ailleurs plutôt sympathique, mais par contre, c'est pas une belle découverte de Miura. C'est très long pour pas grand chose. Ça veut parler un peu de foi et de culte. Ça veut parler de reconstruction du monde par l'éorisme de personnages. Sauf que c'est extrêmement lent. Et en plus, il y a ces petits délires bizarres autour du fait que la fille veut pisser sur le mec. Et c'est... Une fois, peut-être, ça peut passer. Mais insister autant dessus, c'est bizarre, Miura. Va falloir nous expliquer. Derrière, j'ai lu le tome 18 de My Home Hero. La série est peut-être un peu longue pour ce qu'on avait imaginé au début. La partie 1 s'est terminée au tome 6, je crois. La partie 2 s'est terminée au tome 17. Et ce volume-là s'est relancé donc la partie 3, qui est censée être la dernière. Et elle a un potentiel super intéressant. Ce début-là, dans ce volume-là, est très tranquille. C'est la mise en place de la partie, comme il y a eu au début de partie 2. Début de partie 2 qui était centré sur la découverte de Reika, donc la fille de personnage principal, par 4 ou 5 mecs d'un coup. Et on a appris petit à petit qui ils étaient, quel était leur rôle, et qui seraient les ennemis de la zone. Parce qu'il y en a un qui est fan du père, un qui était lié au village de la mère, un qui était un mafieux, et un qui était je sais plus quoi. Un flic peut-être, sans doute quelque chose comme ça. Et là c'est quelque chose dont je me souviens, parce que c'est une image marquante. J'ai juste écrit dans ma petite note de critique, j'aime beaucoup la surprise à la fin du chapitre 1, et là je viens de m'en souvenir. Parce qu'on suit notre personnage principal, qui a son nouveau métier, qui s'en sort bien, même s'il y a des blagues, c'est pas des blagues mais il y a eu quelque chose de drôle que je trouve avec le système de travail japonais. Du genre, oui, Tetsuo a disparu de son taf pendant quelques mois, c'est très bizarre, on n'aime pas trop ça nous. Alors, certes, c'est pour avoir affronté une secte et avoir survécu, mais quand même, il a pas travaillé, c'est chaud. Ah ouais, c'est vraiment ça qui est important, dis donc, dans le message. Bande d'idiots, là. Ensuite, qu'est-ce que je disais avant de partir sur ces bêtises? Oui, la fin du chapitre 1. Il fait son travail avec amour et plaisir, et puis là où il fait son travail, d'un coup, on découvre une personne suicidée. Mais genre, vraiment, en tournant la page, d'un coup, tu vois, il n'y avait pas eu de signe avant-coureur. Et t'es en mode, c'est vrai que c'est ce genre de manga, oui. C'est coup dur. Je trouve ça super intéressant.
donc pour la partie finale, qui est censée être la partie de conclusion, on décide d'embrigader Reika, puisque celle-ci fait maintenant partie de la police. Donc elle va fouiller, en même temps pour comprendre qui est son père, qu'est-ce qu'il a réellement fait, peut-être même devoir choisir entre le défendre parce qu'il a fait ça pour le bien des gens, mais en même temps le punir pour la justice. Ah, c'est compliqué. Il y a un petit peu de sujet de l'âge également, parce qu'il s'est passé 7 ans, je crois, depuis la partie précédente. Donc Tetsuo et Kazen ne sont plus tout jeunes, et donc c'est un peu compliqué de faire les bêtises qu'ils faisaient quand ils en ont besoin. Et il y a la peur du passé également là-dedans, parce que est encore le fantôme de Kubo, qu'il a affronté en fin de partie 2, qui traîne dans le coin, parce qu'il est pas mort et qu'il peut revenir à tout moment. Et également les fantômes de ceux qui sont au courant de ce qui s'est passé, qui peuvent le faire chanter ou lui demander les choses à tout moment. Et ça, c'est dur. J'ai adoré. Derrière, toujours le... Ah non, c'est toujours le 20 janvier, j'ai lu le tome 11 de The Unwanted Undead Adventurer. Et c'était... pas bien. Oh non, c'était pas bien. En fait, c'est littéralement un RPG sous forme de manga, parce qu'on a un personnage qui devient une ghoul au début, puis qui fouille des donjons, se trouve des alliés pour avoir des nouveaux équipements et évoluer dans la hiérarchie des monstres. Sauf que là, ça fait quelques volumes que ça n'avance absolument pas au niveau du scénario, et qu'en plus que l'apparition est super lente. Alors, quand t'arrives après un an et quelques sur un volume suivant, t'es en mode qu'est-ce qui s'est passé avant, puis au bout du tome tu fais ah, il s'est rien passé, c'est pas très agréable, et j'ai l'impression d'avoir aucun intérêt à lire ça. Parce qu'en fait, le volume entier, c'est juste pour faire un combat d'entraînement. Au début on sait pas que c'est entraînement, mais en fait c'est un combat d'entraînement, et donc ça n'a aucun intérêt. Et pour dévoiler 2 secrets qui n'existaient pas à la base, sur je crois sa nature de magie, et sur un petit bout de ses origines, un truc comme ça. Sauf que c'est pas les questions qu'on se posait, c'est pas les questions intéressantes, et d'un coup ils font on va y répondre. Et en fait c'est juste long et pas intéressant, et c'est dommage, parce qu'on s'en fout en fait. On s'en fout. Ensuite, j'ai lu le tome 2, pas du tout, le tome 19 de Orient Samurai Quest. Ça aussi c'est un petit peu compliqué. Le scénario et l'avancée globale sont super lents et lentes. Il y a eu combien 3 arcs depuis le début. En même temps, il y en a eu un qui était extrêmement long. Et là, je pense qu'on est reparti pour un arc super long. On en apprend un peu plus sur la confrérie, parce qu'en fait, on a un allié, un personnage gentil, qui est au sein de la confrérie, le groupe des méchants. Donc, on en apprend plus avec son apprentissage à lui, qui est nouveau au sein de la confrérie. Ils ont des univers imaginaires, chacun de leur côté, où ils peuvent tous être en paix avec les rêves qu'ils ont mis de côté ou qu'ils n'ont pas pu atteindre. Sauf que c'est un peu triste comme façon de voir les choses et comme vie. D'autant plus que ça reste des sacrés saligots le reste du temps. On a également une ébauche de plan qui est mise en place du côté des héros afin d'affronter la confrérie. Et c'est plutôt cool de voir qu'ils ont un plan, qu'ils sont prêts à avancer. D'autant plus que la confrérie commence un peu à douter. Il y a des membres qui commencent à être un peu plus faibles mentalement, en mode mais qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, c'est trop bizarre, à quoi ça sert de détruire le monde si on veut avoir notre monde imaginaire, parfait. Et en plus, il y a Kojiro, le deuxième personnage principal, qui commence de plus en plus à être un personnage et pas juste un figurant. Et ça c'est quand même plutôt agréable quand t'es le deuxième personnage principal du manga. Donc au global, il y a pas mal de points positifs, mais c'est surtout par rapport aux points négatifs et difficultés qu'on se traîne depuis pas mal de tomes maintenant. Alors je me demande à quel moment ça va vraiment se lancer et être fou. Parce qu'en vrai, il y a du potentiel. Ensuite, dernière lecture du 20 janvier, j'ai lu le tome 15 de Chainsaw Man, que j'ai trouvé long également. Je crois que je préfère Chainsaw Man en hebdo. Avoir une petite dose de temps en temps de cette folie et cette construction bizarre, c'est bien. Avoir un volume entier de construction bizarre d'un coup, t'es en mode qu'est-ce que j'ai lu ? C'était bizarre et ça n'a pas grand intérêt. D'autant plus que là c'était l'arc avec le démon chute et que je le trouve pas super intéressant ce démon. Parce que c'est un démon qui rappelle quelques traumas aux personnes. Alors du coup on voit quelques traumas qu'on connaissait pas. Et après ils sont plus ou moins traités, même si pas vraiment en fait c'est Chainsaw Man plus qui sauve la situation qu'autre chose. Donc finalement on les a montré les traumas et point. Ce qui fait assez peu de choses, on va pas se le cacher. Il y a
un combat plein de mystères et beaucoup de mise en place, parce qu'il y a genre deux Chainsaw Man, celui qu'on suit qui perd et un autre qui sort de nulle part et qui se sauve. T'as de la mise en place avec deux personnages qui agissent, qui se ramènent. C'est un peu lourdingue comme début de partie. Alors que pourtant, en hebdo, je vais pas souvenir que ce soit aussi lourdingue cette partie-là, donc je sais pas trop comment c'est possible. Normalement, c'est plutôt l'inverse, tu vois. Tu trouves en hebdo, c'est lent, ça avance pas, et puis en tome, tu fais ah, ça va, c'est au global, quand tu vois tout d'un coup, c'est plutôt rapide et ça marche bien. Alors que là, en hebdo, je fais oh, c'était bizarre, mais ok. Alors qu'en tome, je fais c'était bizarre, donc c'est chiant. Et ensuite, le 21 janvier, j'ai lu les tomes 28, 29 et 30 de Fire Force pour avancer sur mon rattrapage de la série. Quelle surprise, dis donc! Les tomes ont eu une qualité décrescendo. J'ai beaucoup aimé le tome 28. J'ai apprécié le fait que c'était un très bon début de finale. Parce que oui, le final de la série se lance au tome 28. La série fait 34 tomes. Ah! On a Hogun qui fait un beau combat. C'est plutôt cool parce que c'est pas un personnage qui était très important et très bien mis en avant. Donc c'est cool s'il a son petit moment réussi dans l'arc final. Au tout début, très bien. C'est son rôle, c'est sa place, ça marche très bien. J'aime beaucoup son héroïsme et sa façon de voir les choses. Et en plus de ça, il a un flashback qui est plutôt beau. Donc je le prends volontiers. Et même le groupe de scientifiques a le droit à une épreuve. Donc écoute, ça marche aussi. En même temps, l'ennemi qu'ils affrontent est plutôt rigolo visuellement. Et aussi dans sa psychologie qui est un peu folle. Mais genre à un point assez inédit pour ce manga-là. Alors, au global, le volume n'en reste pas moins très lent. Mais c'est un peu le rythme habituel avec ce manga, donc y a pas de souci, on s'y fait à la longue. Le tome 29 était un peu plus moyen. Il y a des idées visuelles, ça c'est sûr. Entre le monde d'Adora et le monde de base du manga. Entre les idées visuelles autour de l'entraînement de Arthur. Entraînement d'Arthur qui est stupide au possible évidemment, parce que c'est Arthur. Ce gros gogol joue à un jeu vidéo pour s'entraîner à affronter son ennemi final, contre lequel il a perdu plusieurs fois déjà. C'est stupide. Mais là, pour le coup, c'est plus lent que d'habitude. Et là, c'est un peu dommage d'être lent à ce point. Et en plus de ça, je trouve que le principe des doppelganger n'est pas super intéressant. Parce que c'est des personnages qu'on a déjà rencontrés, soit déjà affrontés, soit qui sont des alliés. Et c'est leur double, avec en fait la vision que les gens ont d'eux. Parce qu'en fait, c'est également la vision que nous, lecteurs, avons d'eux. Donc ça ne fait pas une grande différence entre les deux. Et puis c'est pas hyper intéressant comme idée autant visuelle que scénaristique d'affronter des doubles, littéralement. Et ensuite, on a le volume 30 que j'ai trouvé presque mauvais. On a l'énorme combat galactique entre Arthur et Dragon qui se lance. C'est très fun visuellement. C'est carrément à des mesures. La puissance des attaques, la destruction des attaques, le fait qu'ils partent dans l'espace se battre. Il y a tellement de choses stupides et bien trouvées parce que c'est agréable à lire quand tu vois c'est poussé à son paroxysme. Mais il y a tellement pas de fond. C'est dommage. Un peu plus de fond, un peu plus de lien entre Arthur et Dragon, un peu plus d'histoire à raconter sur un personnage ou sur l'autre, et ça marchera bien. Mais ça se trouve, les prochains volumes seront plus réussis grâce à ça. Et là, c'est le moment où je ne vais pas me faire des amis. En effet, Adrien, toujours, shout out Adrien, m'a prêté les 10 premiers tomes de Berserk. J'ai eu le temps de lire les 8 premiers courant du mois de janvier, entre le 27 et le 29. Et j'ai pas passé un bon moment. Il y a 2 tomes que j'ai bien aimés, 3 tomes que j'ai trouvé moyens, et 3 tomes que j'ai vraiment pas aimés. Ah, ça c'est coup dur. Si on fait ça rapidement, parce que je vous avouerai que j'ai pas des masses de souvenirs de ce qui s'est passé dans ces tomes-là. C'est le premier que j'ai pas aimé. Le premier, directement, j'ai dit que c'était pas fou. Parce qu'on avait un univers médiéval, fantastique, sombre, classique. Classique certes, mais dans lequel on peut faire des milliards de choses, ça y a aucun souci. Et pourtant, on n'a pas grand chose de plus que quelques batailles que Guts assume en étant désagréables. Et donc, quand l'entrée en scène, c'est juste quelques bastons pour montrer que le monde est dur avec des monstres et qu'il faut se battre, ça y a pas de souci, mais avoir juste ça, et avec un seul personnage qui est Guts, qui est désagréable au possible, ou c'est dur comme entrée en scène, ou c'est dur. Alors, évidemment, le monde justifie qu'il y ait que de la baston.
le monde et ce qui arrive à Guts justifie qu'il soit désagréable actuellement. Mais moi, je suis un lecteur. Je passe un bon moment de lecture. Du coup, il me faut des bons personnages et des éléments auxquels m'accrocher à eux avant qu'ils se battent. En fait, c'est pour ça que le tome suivant est un petit peu meilleur. Guts a une énergie et un fonctionnement qui fonctionne un peu mieux avec Vulgus. J'ai écrit Vulgus, mais je me souviens absolument plus qui c'est. Juste que sa logique de fonctionnement à Guts était plus agréable à suivre avec ce Vulgus dans les pattes, parce qu'on se rend un peu plus compte qu'il est humain en fait. Il a été rendu dur et insupportable par la vie, tu vois, mais il n'en reste pas moins humain dans le fond. Donc, quand il le montre, il est plus agréable à suivre. Et donc, les actions qui tournent autour sont plus agréables à suivre. J'ai quand même un peu hâte, du coup, à ce moment-là, de savoir où va autant Miura, l'auteur, que où va Guts. Mais j'ai trouvé la deuxième partie du volume trop longue avec ce duel. Pour le troisième volume, j'avais trouvé ça moyen. J'avais dit que c'était long comme bataille, alors qu'on aurait pu avoir des belles questions sur l'humanité. Alors je sais plus qu'est-ce qu'il avait affronté, mais c'est un gros monstre bizarre qui était humain à la base ou quelque chose comme ça. Mais sauf que c'était juste une longue bataille finalement, sans qu'il y ait de questionnement derrière. Juste t'as une longue bataille, elle est longue, ça se tape, mais ça raconte rien. Point. Parce qu'évidemment un combat c'est suffisant pour raconter quelque chose. Derrière on découvre Griffith, que je connaissais évidemment de nom avant d'avoir lu la série. Je connaissais Guts, Casca et Griffith, bien évidemment. Et sauf qu'on n'a rien, hein. Il arrive, il fait peur, à Guts il le rend encore plus agréable, point. Par contre, j'ai effectivement un peu hâte que commence le vrai premier arc, celui du flashback, pour en apprendre plus sur Guts, mieux le comprendre et mieux l'apprécier. Derrière, le volume 4, je l'ai un peu plus apprécié. Je trouve que l'auteur ne va pas assez loin dans ce qu'il raconte parce qu'il change assez vite de sujet. Sauf que comme ça pousse pas assez, il y a un peu de fond qui manque à chaque fois, et c'est dommageable, parce que là, on a les premiers points d'enfance de Guts qui sont horribles, avec un père d'adoption qui le vend pour se faire violer par un vieux soldat dégueulasse, et qui est en mode non, il s'est rien passé, je comprends pas, pourquoi t'es méchant avec moi. C'est horriblissime évidemment. On comprend un peu mieux pourquoi Guts refuse les contacts et pourquoi il est aussi compliqué, bien que c'est encore pas grand chose par rapport à ce qu'il va vivre après. Et derrière, on découvre Casca et Griffith à l'époque du flashback, qui se caractérise par une belle force de combat pour une femme. Et c'est pas moi qui dis ça, c'est le manga. Et par un esprit de conquête gigantesque pour Griffith. Donc il y a du mieux. Les personnages commencent à se caractériser et à vouloir aller quelque part sans doute avec ce peu de caractérisation. Derrière, on a encore un tome un peu moyen avec le tome 5. En effet, le groupe commence à se construire, le trio s'apprivoise, c'est ok. Parce qu'effectivement, il y a un peu un triangle amoureux, avec un Guts amoureux de Casca, une Casca amoureuse de Griffith, un Griffith amoureux de Guts. Alors plus amoureux au type conquête, tu m'appartiens, j'ai besoin de toi, t'es essentiel pour... Est-ce que t'es le seul que j'estime un peu. On découvre un gros monstre immortel, en la personne de Zod, qui va être quelque chose de très pratique. Si tu veux limiter un autre gros ennemi pas trop loin de nos héros, tu fais venir Zod. C'est un outil plus qu'un personnage, je trouve, et c'est un peu dommage. Sauf dans sa première apparition, où il pose des questions sur la peur face aux êtres vraiment dépassant l'entendement de ce genre-là. Et également sur est-ce que c'est lui le plus gros monstre. Parce qu'en soi, il l'est visuellement, mais moralement, à part faire quelques combats par-ci par-là pour trouver un peu de force à affronter, c'était pas le pire. Hein, il y a quelqu'un qui est quand même plus désagréable pas loin. C'est un peu long comme volume, c'est pour ça que je l'ai mis un peu moins que le précédent. Mais en même temps, c'est un peu essentiel de mettre des choses en place toutes mignonnes, toutes tranquilles comme ça, avant d'avoir une grosse trahison, je pense. Et en fait, j'ai l'impression qu'avec Berserk, on va voir un peu ce que j'avais avec Vinland Saga. Un premier arc essentiel pour le propos de la suite, mais que je trouve super désagréable à suivre. Et justement, ça rend le propos d'après plus fort. Parce que le premier arc de Vinland Saga, t'as des vikings classiques, je trouve ça inintéressant au possible. Et tout le reste du manga, c'est centré sur le fait de pas être viking classique, de refuser de combat, d'essayer d'être un homme plutôt qu'un viking, et de parler plutôt que se battre. Et justement, du coup, le fait que ce soit très mauvais, ça rend le message encore plus fort. Et derrière, on a les tomes 6, 7, 8 que j'ai trouvé très mauvais, justement. C'est compliqué.
J'ai commencé ma critique du tome 6 en écrivant bas, avec un point d'interrogation. Parce que on découvre une royauté, mais bah, c'est désagréable. Parce que les personnages sont pas super réussis, pas super développés, pas super intéressants. Et c'est comme ça. Personne ne sent Griffith et Guts. Mais en même temps, je vais te dire que c'est normal. Ils sont désagréables pour tout le monde. Et donc, bah, si les personnages sont désagréables, je passe pas un bon moment en les lisant. Je sais pas si j'ai déjà dit, mais je crois. Et là, par contre, ça a du sens. Griffith a déjà une vision du monde très fixée, dans laquelle c'est censé être lui, le roi de la conquête, qui décide de tout. Sauf que bah, du coup, c'est un archétype très relou, mais c'est fait exprès. Et Gus, c'est en construction, avec comme seul modèle Griffith. Donc bah, il est désagréable aussi. Ça se tient, tu vois, niveau scénaristique. Mais c'est chiant à lire. Mais donc c'est compliqué de voir ça comme un mauvais point, parce que c'est fait exprès. Et derrière, t'as Gus et Casca qui se rapprochent un peu, enfin, parce que c'est lent, et le fond est toujours pas assez poussé. À chaque fois, t'as des belles idées. Ça met 1000 ans à les mettre en place, et derrière, ça se traîne le cul. Le volume 7 de coup pareil, ça n'avance pas terrible. Le trio, ils ont tous leur petit tracas dans leur coin. Alors, c'est sympa, sauf que ça ne se croise pas, et donc ça n'avance toujours pas, parce que c'est en comparaison les uns aux autres qu'ils vont évoluer, qu'ils vont pouvoir soit se contredire, soit aller dans le même sens, ce qui va les faire évoluer. Mais pour l'instant, ça se croise toujours pas, donc c'est un peu bloqué la situation et c'est long. Par contre, c'est la première où je note qu'il y a de sacrées planches pour le coup. Donc il doit y avoir quelques planches par-ci par-là qui vont fait faire waouh, mais c'est beau ça. Et oui, parce que je joue extrêmement mal la vraie vie. Et enfin, il y a eu le tome 8 où j'ai noté aussitôt lu, aussitôt oublié, ce qui n'est pas forcément un bon signe sur ce qu'il raconte. On a Guts qui récupère difficilement sa liberté, enfin. Donc le personnage va enfin pouvoir se construire autrement que par « comme Griffith ». Parce que c'est pas grand chose, on va pas se le cacher. Les autres, ils avancent de leur conquête ou leur développement, mais ça se traîne le cul. Ah, c'est une dinguerie. Voilà. Donc, quand j'ai dû dire à Adrien ces avis-là sur ces 8 tomes, c'était compliqué de mettre les formes sur le fait que c'était moi qui n'étais pas dans le bon mood, sur le fait que c'est un départ compliqué, mais que c'est en même temps un peu voulu pour la suite, je suppose. Donc, en même temps, bah, je le prends. Mais par contre, s'il y a des gens qui arrivent à apprécier ces arcs-là, j'aimerais bien savoir comment et pourquoi. Alors, pas dans le but de les juger, mais voilà. Pas dans le but de les juger, parce que je comptais pas vous juger, non, donc vous inquiétez pas. Mais dans le but, bah, d'avoir des points d'accroche et des puissances de lecture que je n'ai peut-être pas. Troisième et normalement dernière session d'enregistrement pour cet épisode 1 de mes œuvres mensuelles. On est le 20 février et il me reste plus que 5 œuvres à critiquer, soit 10% de notre total. On va passer très rapidement sur la partie roman, puisque le 15 janvier, j'ai terminé Running Man de Stephen King, et c'est le seul roman que j'ai terminé ce mois-ci. C'est mon 3e Stephen King. Je l'ai découvert à l'écrit avec Shining. J'avais déjà vu le film et les deux sont excellents. J'ai enchaîné avec Misery, qui est exceptionnel. Dans ma pile à lire, j'ai encore ça volume 2, La ligne verte, Nuit noire, étoile morte, 22-11-63 et Revival. Donc ça va me prendre un peu de temps à lire tout ça. J'ai commencé à lire ça, c'est super long et c'est pas trop mon délire pour l'instant, mais on en parlera le mois où on le terminera. Donc sans doute pour le mois de mars, au moins je pense. Bref, j'ai un peu digressé, parce que là on est là pour parler de Running Man, que je trouve très propre. C'est un style très différent de Stephen King, puisqu'il est sorti sous le nom de Barman, B-A-C-H-M-A-2-N. Mais je trouve que c'est un style quand même moins dans la maestria que celui de King, mais qui est plutôt efficace. Il n'y a pas d'horreur pure, donc ça change par rapport aux 2 précédents volumes que j'ai pu lire de cet auteur. Je trouve que le début est un poil long et redondant pour montrer notre personnage de pauvre, en difficulté. Sa fille est malade, sa femme, il a des problèmes avec, il n'y a rien qui va dans sa vie, ça se traîne le cul, le personnage va pas bien, on a compris. Le message global est un poil basique, et effectivement, les pauvres sont prêts à tout pour survivre, ou pour faire survivre leurs proches, parce que les pauvres sont pleins d'humanité.
Et il va croiser des riches qui ont une très mauvaise image de lui, majoritairement à tort. Il va soit réussir à les mettre, alors pas non plus de son côté, mais à les mettre à peu près à la différence, soit devoir les affronter. Et après, sinon, il va croiser des pauvres qui vont l'accompagner, qui vont compléter la galerie de pauvres qui existent et qui vont disparaître aussi, qui sont arrivés. Parce qu'en le personnage principal, qui est un peu cool à suivre, il n'y a que 2 autres personnages importants. Le cerveau principal qu'il affronte, qui marche plutôt bien dans sa façon pas très dégourdie de bluffer pratiquement tout le temps, et j'aime beaucoup. Et également une riche qu'il rencontre par hasard et qu'il embrigade très loin avec lui, qui se pose beaucoup de questions et qui est plutôt intéressante. Donc en soi, t'as un gros compte à rebours avec les numéros des chapitres, jusqu'à un acte qui est évident quand tu as lu la première partie du roman, mais voilà, elle est là quand même. C'est très fluide à lire, malgré un début un peu poussif et un message simple. Et t'as 3 personnages majoritairement dans cette course folle à travers l'Amérique qui fonctionnent bien. Voilà. Pour un roman, c'est assez court comme critique, mais écoute, j'ai pas grand chose à dire de plus, parce que vu que ça vise l'efficacité, il n'y a pas des masses de fioritures autour de cette ligne droite très précise. Et enfin, on attaque la dernière partie de cet épisode, avec la partie série. J'ai découvert 4 saisons différentes au cours du mois de janvier. J'ai commencé avec la saison 2 de The Good Omens. Enfin, la saison 1 c'était une belle lurette. Je l'avais regardé bien évidemment parce qu'il y avait David Tennant au casting. T'as un ange et un démon qui sont plutôt proches. Dans la saison 1, il avait protégé l'Antéchrist. Et là, dans cette saison 2, t'as un peu le fil rouge qui leur tombe dessus avec un archange qui arrive chez eux sans souvenir. Il arrive avec une boîte qui est vide, sauf de une mouche. Et mouche qu'ils oublient pendant plusieurs épisodes avant de se rendre compte qu'elle était plutôt importante en même temps, vu que c'est la seule affaire qu'il avait. Fallait peut-être s'en douter. Mais t'as l'humour british, ça marche bien. T'as le casting évidemment qui est très réussi. Je suis très content d'avoir revu David Tennant, mais on va en reparler. Mais aussi également l'interprète de Aziraphale. J'ai trouvé le premier épisode très très réussi, c'était très cool pour le retour. Le dernier aussi, pour les changements qu'il apporte, même si c'est des changements un peu forcés, un peu stupides. Ah, le choix d'Aziraphale à la fin, il est un peu difficilement compréhensible. Parce qu'il passe toute la saison à se poser des questions, à montrer qu'ils sont pas toujours d'accord avec les actions qu'ont fait leurs maîtres respectifs, et qu'ils ont beaucoup agi dans leur coin pour le bien commun. Et à la fin, il choisit juste son bien tout seul en mode je vais retourner dans les anges, moi. Et ça va de bizarre. Et au final, hormis ce premier et dernier épisode, je trouve que la saison tourne un peu en rond et un peu à vide, ce qui est un petit peu dommageable. Le duo principal est super touchant, il marche très bien, et la difficulté du dernier épisode va être intéressante à surmonter, même si du coup elle vient un peu de nulle part, malheureusement. Mais pour le reste, on a des grosses ouvertures d'épisodes très longues sur leur passé commun, Aziraphale et Arempa. C'est intéressant à chaque fois, mais ça apporte pas grand chose de plus à l'intrigue globale. Donc c'est cool de voir qu'ils se sont amis plus longtemps, qu'ils ont vécu des choses assez folles, qui ont permis de se construire l'un l'autre, mais c'est un poil trop les cousus du reste de la série. T'as 2-3 belles histoires d'amour avec d'autres personnages qui marchent bien, mais au global, la saison est boiteuse. Et pourtant, vu à quel point je suis content d'avoir retrouvé cette équipe, vu à quel point je suis content des épisodes 1 et 6, ça fait un bilan plutôt positif. Derrière, le 8 janvier, j'ai terminé les épisodes spéciaux de la saison 13 de Doctor Who. J'avais regardé la saison 13 juste avant, donc courant décembre, les 6 épisodes de Flux. Et là, il y avait 3 épisodes spéciaux pour terminer le passage avec le 13e Docteur, joué par Jodie Whittaker. Ça faisait depuis début 2021, je crois que j'avais pas du tout regardé le moindre épisode de Doctor Who, donc la fin de la saison 12. Et là, j'ai enchaîné la saison 13 en décembre, les épisodes spéciaux de la saison 13 en janvier, et les épisodes spéciaux de 60 ans en juillet, donc on va en reparler après. Donc je suis retombé un peu dans la série, j'ai voulu regarder plein de choses dessus. Je me suis abonné à plein de chaînes de Doctor Who, 3, Pepperpot Team en tête, et les autres j'ai pas leur nom comme ça, mais voilà, je me suis abonné à 3 chaînes de Doctor Who sur YouTube, parce que c'est trop cool comme série. La saison 13 était évidemment la meilleure saison avec Jodie,
parce qu'il n'y a pas eu des saisons très simples à gérer. Et ces 3 épisodes spéciaux, enfin on y vient. J'ai trouvé le 2e épisode très osef au possible. Celui avec les gobelins pirates des mers là. Les Devil Seas. Je l'ai pas trouvé très pertinent. Ah, dans une trilogie globale finale, ça marchait pas bien. Enfin, d'ailleurs, le premier non plus. Et pas très trilogie finale. Parce qu'en fait, c'est une petite boucle temporelle dans un petit magasin avec juste 2 personnages secondaires, hormis notre équipe. Mais les personnages secondaires étaient très réussis. Et c'était une petite boucle sympa d'essayer de voir comment agissaient les Daleks dans cette boucle, comment les contrer. Voir les Daleks aussi réagir en mode, mais bizarre cette boucle. Et voir comment réussir à briser la boucle et briser le cycle et en même temps survivre aux Daleks. C'était plutôt très intéressant. Le 2e, comme j'ai dit, c'est inintéressant. Et le 3e était plutôt cool. Très bon tour de mythologie globale. Le 13e Docteur apprend un peu à lâcher prise et arrêter de courir, c'est plutôt agréable de voir ça. Elle est accompagnée par plein de vieux compagnons, que ce soit Graham, qu'elle a abandonné, enfin qu'il est parti en fin de saison précédente, que ce soit des vieilles compagnons de la vieille série que je ne connaissais pas et que j'ai découvert ici. Voilà. Malheureusement, c'est très dommage pour Dan. Celui-ci, apparu dans la saison précédente, n'a servi à rien, si ce n'est à boucher le trou laissé par Graham et Ryan, mais il apporte pas grand-chose de plus à notre équipe. Et il part, comme ça, juste il a dit « Oh, j'en ai marre », et il est parti. Et t'es en mode « Ah, pas mal comme compagnon ». Et t'as un très beau final, du coup, avec le 13e qui apprend à lâcher prise, avec les compagnons qui se rencontrent et sont en mode « Ah, on a quand même des vies de fous !» Et des très bons trucs sur le maître aussi. Et sur les changements globaux apportés par les choix des saisons Jodie, avec l'enfant intemporel et Flux, qui changent pas mal de choses. Donc malheureusement, c'est un bon docteur, pas suffisamment développé et montré des particularités, mais bon docteur quand même. Par contre, le fait qu'il ait des scénarios moyens pendant 3 saisons et qu'il ait aucun compagnon très réussi, c'est relou quoi. Ensuite, j'ai regardé la saison 7 de Rick et Morty, que j'ai terminé le 19 janvier. Évidemment, comme c'est ce genre de série, une série sans réel fil rouge, avec un épisode, une histoire, la qualité est très dépendante des épisodes et des sujets, bien évidemment. Malheureusement, j'ai pas sorti de réelles avancées globales, parce qu'il y a eu des saisons avec au moins 1 ou 2 épisodes qui avancé le fil rouge de l'univers, avec des avancées importantes sur les relations dans la famille, ou sur l'explication de pourquoi Rick est comme ça. Là, il y a bien un épisode où Rick se venge du méchant Rick qu'il traîne depuis longtemps, mais il s'en venge, et point. Donc ça n'a pas grand impact et c'est un peu dommageable. Mais il y a eu beaucoup d'idées très propres qui donnent des épisodes intéressants, rigolos ou bien trouvés. Par contre, j'ai quand même ressenti quelques égarements, forcément avec tout ce hasard dans tous ces univers possibles et toutes ces idées possibles. Et je pense que ça serait pas un mal d'essayer de viser la fin de la série à un moment. Malheureusement, il y a je ne sais combien de saisons qui sont prévues encore et c'est un petit peu dommageable. T'as un épisode où Rick il aide un vieux copain. Celui-là, je l'ai bien apprécié. L'ambiance est cool. C'était très sympathique. Un épisode où t'as Rick et Jerry qui fonctionnent. Celui-là, tout à fait. Il est plutôt sympathique. J'aime bien leur duo. Un épisode un peu moyen avec le président. Attends, c'est le président. Oh, un épisode où il bouffe des spaghettis. Spaghettis qui sont basés sur des cadavres de notre univers. Et donc il y a des très belles questionnements sur la fin de vie, le sacrifice humain, manger des humains, tout ça. Il y a plein de sujets de super cool. T'as l'épisode de Fil Rouge où il rencontre l'ancien Rick, mais ça on s'en fout un peu. T'as un épisode où où Morty rappelle des souvenirs dans tous les sens pour essayer de convaincre des cailloux, je crois. Ah, je me souviens pas de tout. Oh, il y avait un épisode qui avait rien à voir, qui était avec comment ça s'appelle, les Numbericons. C'était plutôt cool. Moi j'aime bien. Les gens l'aiment pas, mais moi j'aime bien. Un truc sur le Ragnarok et un truc. Ah ouais. T'avais l'épisode avec les peurs dans le trou là, c'était plutôt sympathique. Mais au global, ouais, ça m'a pas. Y a pas eu d'épisodes qui ont fait waouh, exceptionnel. C'est un petit coup de dommage. Et c'est pour ça que ce serait bien d'essayer de viser la fin de la série prochainement. Et enfin, dernière œuvre vue courant janvier et à traiter pour ce premier épisode. J'ai terminé les épisodes spéciaux des 60 ans de Doctor Who le 21 janvier 2024. En effet, pour fêter les 60 ans de Doctor Who,
et le retour de Russell T Davies, donc le réalisateur, le showrunner des premières saisons de Doctor Who 2005. Celui-ci a fait revenir David Tennant en tant que nouveau docteur, donc le 14e, et Catherine Tate, sa compagnon dans la saison 4. Alors, c'est un peu dommage d'ouvrir une nouvelle ère, parce que c'est le début de l'ère Disney+, et donc une nouvelle partie de Doctor Who. C'est un peu dommage de se baser autant sur la nostalgie pour partir sur une nouvelle ère, mais en même temps, c'est important pour faire revenir les anciens fans qui ont quitté en chemin, parce qu'ils n'étaient pas fans soit de Steven Moffat, soit de Chris Chibnall. Donc, en soi, c'est pas une idée stupide. Parce qu'effectivement, c'est avec les épisodes de 60 ans que j'ai entendu parler de la série, et j'ai enchaîné la saison et les épisodes que j'avais ratés. Encore une fois, c'est 3 épisodes. Le premier est plutôt sympathique, avec un renversement un peu cool sur qui est gentil, qui est méchant. Mais voilà, un peu sans plus. C'est surtout pour remettre en place l'univers et les personnages. Vu que c'est des anciens personnages, c'est important de les remettre en place. D'autant plus avec la fin du compagnon joué par Catherine Tate. Il y avait du boulot pour la réintroduire et la refaire interagir avec le docteur. J'ai trouvé l'épisode 2 génialissime. C'est un huis clos dans un vaisseau. T'as le docteur, t'as son compagnon, et t'as 2 aliens métamorphes qui veulent prendre leur place. C'est drôle, c'est stressant, c'est très bien mené. Les personnages font des erreurs, les personnages sont en difficulté psychologique, se posent des questions, et c'est hyper intéressant, ça marche trop bien. J'ai adoré cet épisode. Et derrière, t'as l'épisode 3, bien vu, où il y a le fabricant de jouets qui revient, un ennemi de la première série Doctor Who qu'on n'a jamais vu dans la nouvelle. Il est joué par Neil Patrick Harris maintenant, et c'est quand même un sacré acteur qui se fait plaisir de le voir ici. Il s'amuse beaucoup et vole beaucoup la vedette. Il permet de quelques trucs visuels un peu cool. Sa scène de danse au sein de Unit, qu'est-ce que c'est trop cool. Je l'ai vu plein de fois la scène, j'ai adoré. La scène où il se moque de la façon dont le docteur a perdu plein de ses compagnons et se moque de l'optimisme du docteur en mode oui, alors elle est encore en vie dans sa dernière seconde de vie donc ça va. Oui, elle est peut-être morte mais j'ai réussi à sauver sa conscience quelque part donc ça va. Et c'est très drôle de voir le fabricant de jouets se moquer de ça. Le combat final est malheureusement terriblement mauvais parce que une partie de le prisonnier plus ou moins c'est pas terrible quand tu veux affronter un tel ennemi, d'autant plus qu'ils font rien de spécial pour le vaincre et qu'ils réussissent à le vaincre, et c'est un petit peu dommageable. Il y a un final plutôt tendre entre David Tennant et son successeur Ncuti Gatwa, parce qu'Ncuti est beaucoup plus posé, beaucoup plus heureux, c'est agréable de voir ça, et avec ça David Tennant peut apprendre à être calme et à se poser un peu, ce qui fait répétitif avec le docteur précédent qui avait appris la même leçon il y a 3 épisodes. Mais écoute, c'est comme ça. Alors pardon, c'est très étrange de laisser un corps de docteur et un TARDIS en libre service comme ça alors que t'es censé suivre une quotidien à toi, mais Ncuti, pardon, bizarre comme choix. Et oui, je parle bien du fait qu'il y ait 2 docteurs en même temps, parce qu'il y a une nouveauté qui a pas eu avec ces épisodes spéciaux, c'est la bigénération. C'est-à-dire que le docteur, au lieu de devenir un nouveau docteur, c'est séparé en 2. Et du coup, les 2 docteurs coexistent en même temps. Jusqu'à, je suppose, un moment où David Tennant sera suffisamment reposé et heureux pour se transformer en Ncuti Gatwa, qui est du coup fou de joie et heureux, comme il l'est actuellement, et c'est hyper agréable à voir, j'ai très hâte de voir sa saison. Hop, et qui se du coup bigénère de David Tennant, quelque chose comme ça. Donc c'était 3 épisodes spéciaux trop agréables à suivre, et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait que les 3 saisons précédentes étaient beaucoup plus affreuses que prévu en fait. J'avais vu la 11 et la 12 à leur sortie plus ou moins, j'étais c'est moyen mais ça va. J'ai vu la 13, j'ai fait bien, mieux que les saisons précédentes. J'ai vu les épisodes spéciaux, j'ai fait bien aussi. Et là j'ai vu les 60 ans, j'ai fait mais c'est ça Doctor Who en fait, mais c'est trop bien. Et j'ai hâte de voir la suite avec Ncuti. Il me fait plaisir en fait. Visuellement, il s'amuse et tout, c'est trop agréable à voir. C'est trop agréable. Et voilà, en gros, ce qui termine mon bilan sur les œuvres que j'ai découvertes au courant du mois de janvier.
Je finis d'enregistrer le 20 février. Donc le temps de monter ça au propre, que ce soit niveau sonore pour faire le podcast ou au niveau visuel sur YouTube pour éviter que ce soit trop ennuyant. Il y a du boulot, j'espère sortir ça en fin de semaine, mais on va dire que je suis pas en avance dans le mois de février. Évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, à me dire ce que vous avez pensé des œuvres dont j'ai parlé et que vous avez vues, à me dire si j'ai réussi à vous convaincre de regarder certaines, ou à me dire ce que vous avez découvert pendant le mois de janvier, bien évidemment. On devrait se capter normalement assez vite pour mes œuvres de février 2024, vu que je suis pas en avance. Et j'espère réussir à sortir l'épisode 2 donc plus tôt. Et sinon, on se retrouve quelque part sur YouTube, sur Twitch, sur Internet. Au plaisir. Bref, on se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Comoré bientôt.